Bien bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de What's Going On et aujourd'hui je suis accompagnée de Artie Louise qui va se présenter dans un instant. Aujourd'hui on va parler de queerness et du monde du mariage. Voilà, on s'est prévu plein de petites questions sur lesquelles on va débattre ou en tout cas apporter nos arguments, notre avis, notre point de vue, notre sensibilité, etc. Et voilà, bon épisode. Qui es-tu ? Grande question. Moi, c'est Artie Louise, je suis wedding planner queer. Et donc, je me lance depuis cette année et c'est une grande joie. Je suis passionnée de plongée sous-marine, de musique et je suis tout le temps en train de danser. Ah oui ? Oui. C'est trop bien. J'aime trop que tu te sois présenté avec les trucs que tu kiffes. Merci. C'est hyper important, je trouve. Oui. Ne pas se définir par son métier. Même si c'est un métier passion. Oui. Non. D'autant plus quand c'est un métier passion, je trouve, parce que ça peut après prendre beaucoup de place sur ton identité. Et après, une fois que tu l'as plus, ou une fois que tu essaies de prendre du temps off, comme on était en train de dire juste avant, t'es en mode, mais qui suis-je ? Qu'est-ce que j'aime ? Etc. Mais donc, trop bien. Ouais. Est-ce que tu veux ajouter d'autres choses ? Ouais, que je suis une meuf trans. Okay. Et donc ça, c'est quand même une partie importante de moi. Ça ne me définit pas, mais c'est quand même important pour moi. J'étais en train de me dire, est-ce que je pose une question de type qu'est-ce qui te rend joie dans la vie ? Mais au final, tu l'as dit. Voilà. Et qu'est-ce qui te révolte dans la vie ? Parce que finalement, je trouve que c'est deux questions qui apportent un peu un insight sur qui est la personne. Franchement, qu'est-ce qui me révolte ? Je crois de base, c'est l'injustice sous toute forme. Et donc, en fait, toutes les phobies style homophobie, lesbophobie, enfin bref, tout ça, je pense que ça me révolte parce que je comprends pas d'où ça vient d'être contre des gens qui juste existent. Voilà, donc ça m'énerve. Bah, je comprends. Je comprends, évidemment. Ok, trop bien. Est-ce que ça te va si on plonge direct dans les questions qu'on s'est préparées ? Super. Allez, nickel. Du coup, on a dit qu'on choisissait un chiffre. Tu veux penser un chiffre dans ta tête ? Ok, et tu me dis c'est ça. Non, et je te dis stop, tu me dis lequel c'est. Du coup, un chiffre entre 1 et 17. Ok. Donc, je sais pas si t'es en train de faire défiler les chiffres. Ok, stop. 11. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'un mariage est réussi, peu importe sa forme ou son budget ? Je pense que c'est que le mariage ressemble vraiment aux mariés et que je les vois juste s'épanouir et être eux-mêmes. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau et que ça ne prend pas... Enfin, ça n'a pas de lien avec le budget ou l'organisation. Enfin, juste faire que les personnes soient elles-mêmes et puissent vraiment se célébrer comme ils ont envie. Et ça, c'est important pour moi. Moi, ma réponse, elle est un peu dans le même sens. C'est ça, c'est aussi ce vers quoi j'encourage mes couples, de faire un mariage à leur image, qui leur ressemble, et d'essayer de s'affranchir un maximum de tout ce qui se fait pour faire ce qui leur ressemble. Et des fois, c'est des choses toutes simples qu'on aurait fait dans son quotidien. Et donc, c'est vers ça que je les encourage, que je les guide. Donc, avoir fait un mariage où les mariés sont heureuses d'avoir profité avec leurs proches, en fait. Et j'ajouterais quand même un aspect qui vient un peu contrebalancer pour l'équilibre aussi, parce que j'ai fait pas mal de mariages où des fois, c'est pas très bien rythmé dans les temps. Tu vois, ce qui est prévu, des fois il y a des temps de flottement de plusieurs heures. Et au final, là, c'est aussi les proches ou les mariés qui en pâtissent parce que du coup, ils sont un peu dans le flou. Les gens, ils sont aussi dans la peur que les gens ne s'amusent pas. Donc finalement, l'équilibre aussi avec l'organisation est assez important. Je comprends. J'ajouterais aussi une dimension d'amusement, je pense, de vraiment... axer le moment sur la joie et sur le rire. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me porte beaucoup, le fait de rire, le fait de faire des blagues. Et c'est vrai que c'est assez synonyme de on lâche prise et on est vraiment nous-mêmes quand on s'autorise à rire, à déconner. Mais je suis assez d'accord avec toi que c'est important qu'il y ait quand même un certain rythme pour cadrer l'ensemble et que tu puisses plus facilement lâcher prise quand justement tu as un cadre. Tu sais qu'il y a ton programme qui se déroule et après, c'est plus facile de se libérer, je pense, la tête si tout est bien organisé de base. Oui. En même temps, en tant que wedding planner, si tu me dis autre chose, je pense qu'on a un problème.
Non, mais pas besoin d'organisation finalement, à quoi ça sert? Personne qui gère tout ça, non, bien sûr, alors ça n'a pas de sens. Ouais, ok. Alors, la question 2. Qu'est-ce qui manque dans les représentations queer aujourd'hui, selon toi? De la représentation dans tout type de domaine, de métier. Je vais te parler personnellement, moi quand j'ai commencé ma transition, les principales représentations que j'avais, c'était dans le monde de la mode, dans le monde du mannequinat, du cinéma, et j'avais pas forcément de représentation dans des métiers plus classiques et moins dans les feux des projecteurs de façon normale par rapport au métier. Ouais, Je sais pas, voir des vétérinaires, voir des fleuristes, des gens dans le BTP. J'en sais rien. Et pour surtout moi, dans le c'est. BTP. Ouais. Et je sais que ces personnes, enfin, je pense qu'il y en a dans tout type de domaine. Et pour moi, c'est ça qui manque. Et aussi des représentations avec des parcours joyeux et entre guillemets parfois sans problème. Et de montrer aussi que ça existe. Bien sûr, c'est pas pour effacer les parcours qui sont compliqués, les problématiques, c'est pas du tout invisibiliser ça, ça existe, on le voit et c'est terrible. Il faut faire à son échelle ce qu'on peut pour aider les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir ce parcours joyeux, mais ça existe aussi d'avoir des parcours qui se passent bien avec un entourage qui suit facilement et dans la vie perso autant que pro et ça aussi, je trouve que ça manque. Ça permettrait, je pense, de donner encore plus d'espoir. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'était une grave bonne réponse, je trouve. C'était une très bonne réponse. Je m'attendais pas à ce genre de réponse, mais c'est vrai qu'on a besoin d'histoires où ça se passe bien. Et c'est d'ailleurs quand on avait fait, du coup, avec Margot, on avait fait un micro-trottoir qu'on avait appelé le micro-queer en juin de l'année dernière. Et on avait créé une série de questions. Et très vite, on s'est dit, on a envie d'entendre les gens sur des thèmes autour de la queerness, mais sur l'aspect positif. Parce qu'on parle beaucoup, et c'est pas qu'encore une fois, il faut pas en parler, mais juste, on en parle beaucoup, des choses qui vont pas bien, du rejet familial, de l'homophobie, et on a besoin d'entendre des belles histoires, on a besoin de pouvoir se projeter en tant que personne queer dans un avenir aussi radieux que n'importe qui en fait. C'est ça. Donc, ouais, est-ce que j'ai quelque chose à ajouter à cette question finalement? Non, je pense que tu as donné une bonne réponse et je pense que j'aurais pas mieux comme. Je sais pas si j'ai plus à ajouter, non. Tu comptes? Allez, c'est parti. Stop. 3. Ok. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux personnes queer qui ne comprennent pas que l'identité queer, c'est pas juste une sexualité? Franchement, Est-ce qu'on a envie de leur parler? Je sais pas, mais. déjà, on les tolère. Non, mais en mode, qu'est-ce que ça te change en fait à ta vie? Ok, alors si je pars dans la partie vraiment explication, essayer de faire comprendre, je serais là, bah, on n'a pas choisi, entre guillemets, cette voie, on n'a pas choisi d'être comme ça. Moi, j'ai choisi cette voie. Slay. Typiquement, je parlais en tant que meuf trans, franchement, c'est loin d'être la voie facile de vie pour plein de raisons et que non, c'est pas que c'est mon identité de genre, c'est qui je suis, c'est il y a un peu une dimension psychologique quoi, mais dans le sens c'est interne, il n'y a pas d'explication concrète, de preuve de par A plus B de pourquoi une personne est queer, pourquoi une personne est trans. Et si tu arrives à comprendre qu'on peut avoir un chemin, un ressenti différent du tien, c'est cool. Si tu n'arrives pas à comprendre, c'est pas grave. C'est ciao. Voilà, mais juste, bah, laisse-nous en fait. Va pas lutter contre nous. Si t'es, enfin bref, c'est ça. Si tu comprends pas, c'est pas grave. T'as pas besoin de comprendre pour juste nous laisser vivre. T'occuper de tes oignons. Ouais, en fait. c'est ça. Littéralement. Ouais. Moi, j'aurais envie de dire que, en me découvrant non hétéro, j'ai oublié le micro, j'ai commencé à découvrir aussi toute une culture, tout un historique. Après, il y a des trucs un petit peu plus... un peu clichés, en mode tous les queers sont dans l'astrologie, les oracles, la spiritualité, je ne sais quoi d'autre encore. Mais en gros, du coup, il y a tout... Enfin, au-delà d'une orientation sexuelle qui sortirait de la norme,
il y a pour moi aussi toute une culture, mais de tout type, donc la culture au sens large. Et c'est aussi pour ça des fois que avec des gens qui ne sont pas queer, qui n'ont pas une once de queerness, ben je matche pas trop, je vibe pas forcément, parce qu'il y a aussi toute une ouverture sur le monde dans un sens qui est là, quoi. Donc, je leur dirais que c'est... Enfin, j'ai pas envie de leur dire à eux. Je suis pas fan de la formulation de la question, mais juste sur le principe de l'identité queer, oui, c'est pas juste une... Enfin, juste pas une sexualité, c'est pas une seule sexualité, c'est sûr. Mais les gens qui rapportent, en gros, la queerness ou le fait de ne pas être hétéro, du coup, à tout de suite, dans tous les cas, je sais pas ce qui se passe dans leur chambre. C'est vraiment presque le dernier sujet, en fait, j'ai envie de dire. C'est juste être aligné avec toi-même, faire des rencontres, peu importe qui tu as en face et être dans l'amour. Enfin, voilà quoi. Et moi, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que ça rejoint un peu l'esprit aussi de communauté queer. Ouais. Et moi, depuis que je côtoie de plus en plus cette communauté queer, cette histoire, en fait, j'ai l'impression que j'ai l'impression de ne jamais avoir autant appris qu'en côtoyant des personnes queer parce que justement, on est des personnes qui travaillons beaucoup plus sur nous parce qu'on se pose beaucoup de questions sur notre identité, sur qui on est vraiment et on se côtoie souvent entre nous parce qu'on se ressemble, on se pose les mêmes questions et on a, je pense, globalement cette même façon de penser, un peu de voir la vie. Alors forcément, comme partout, il y a des différences, hein, mais et je trouve que ça nous rassemble et ça nous permet aussi d'apprendre beaucoup plus, et pas que sur les identités queer, mais sur tout plein de choses. Et j'ai vraiment adoré, et j'adore encore, rencontrer des personnes queer aussi pour ça, pour apprendre plus en fait. Trop bien, je comprends. Je trouve que j'ai encore du chemin à faire sur ce genre de thème, de me culturer, comme certains le disent. Mais je comprends ce truc-là aussi, c'est vrai. Ben, ça ouvre en fait plein de portes à plein de formats que tu connaissais pas, d'artistes, de modes de vie, façon de réfléchir. Enfin, juste, je comprends. Enfin, limite, je comprends pas les gens qui sont pas queer. Genre, parce qu'en fait, ouais, c'est ça, tellement mon algorithme il est fait de cette manière-là, tellement les gens que je côtoie sont ces personnes-là, ben au final. Limite, on oublie que les personnes non queer existent. Oui, c'est ça. Et qu'il y a un peu des fois. Enfin, ça veut pas dire que si tu n'es pas queer, tu peux pas être. Voilà, les disclaimers à la con, là. Mais. Ben, c'est vrai que entre personnes de la communauté, potentiellement, tu pars déjà sur un socle commun de valeurs, d'intérêts potentiellement, qui donne une base assez chouette. Puis justement, la base dont tu parles, en fait, t'as pas à justifier qui tu es, juste tu es qui tu es, et après tu pars vraiment sur ce qui te plaît, qui tu es. Que je trouve d'expérience, quand tu échanges avec des personnes non queer, il y a déjà un décalage un peu identitaire que tu partages, et même si tu partages une passion commune, bah, il y a tout un pan de ta personnalité, soit que tu caches, soit que t'es pas à l'aise, ou il y a toujours une petite différence qui fait que quand tu es entre personnes queer, c'est un peu ce socle en mode de ok, on est hors norme. But together. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok, je compte. Stop. 9. Qu'est-ce que tu trouves le plus beau à photographier chez un couple? Moi Alors, je ne fais pas de photos. Qu'est-ce que je trouve le plus beau à photographier chez un couple? J'aime photographier la complicité, les petits détails qui font en fait que tu aimes l'autre, mais où c'est dit par des gestes. Du coup, par exemple, les mains qui se tiennent ou une caresse dans le dos. Et ça vaut au final pour même chez les invités, quand les invités sont en train de regarder la cérémonie, par exemple, il y a des fois des couples ou une grand-mère et la petite fille, par exemple, qui vont se tenir la main, se faire un câlin, s'adosser contre l'épaule. C'est juste ces gestes-là qui veulent dire « je t'aime » ou alors on est en train de partager quelque chose. Et finalement, je trouve que c'est le plus beau à photographier. C'est ce qui me vient en tête là tout de suite. Okay. Voilà. Du coup, c'était une question orientée. Mais... Après, je peux peut-être répondre dans moi, qu'est-ce que j'aime voir comme photo. Du coup, en vrai, ça ressemble beaucoup à ce que tu vas dire. Moi, c'est aussi beaucoup dans le regard.
Mais ouais, toutes ces attentions, pas forcément. Alors, c'est toujours très joli de voir les moments du mariage pour les revivre, mais je trouve que ces petits détails, vraiment le regard, comme tu dis, un toucher, quelque chose banal quelque part, mais qui montre, qui exprime tellement de tendresse et de sincérité, parce que c'est pas des choses que vraiment tu contrôles, c'est assez instinctif. Et je suis assez d'accord avec toi que c'est très beau à voir. En photo. Oh, c'est trop chou. Oui, ça me plonge dans tout l'amour qu'il peut y avoir dans une journée de mariage où il y a toute cette énergie-là. C'est trop chouette. Ouais, ressentir cette émotion, quoi. Oui, bah, au final, oui, c'est ça le travail des photographes, c'est de arriver à retranscrire cette émotion-là. Bien sûr, la journée telle qu'elle se passe, généralement, il y a beaucoup d'émotions. Et tout le monde ne l'exprime pas toujours de la même manière aussi. Il y a des gens qui sont beaucoup plus réservés, qui ont beaucoup plus de mal à montrer ça, mais ça peut aussi justement être capturer cette retenue, la langue qui essaie de pas couler comme ça au coin de l'œil, juste la personne qui, tu sens qu'elle a la gorge un peu serrée comme ça parce que voilà, elle a pas l'habitude de se laisser percer à jour un peu. Ouais, ça fait partie aussi du truc quoi. Ah, ça me donne envie, j'ai hâte de la saison là. Ça me donne envie. Ouais. Ok, Voilà. next. Parti. Top. 6. Selon toi, quel est le rôle des personnes non queer dans le soutien à la communauté? Quel est le rôle des personnes non queer dans le soutien à la communauté? Je pense qu'il y a un fort rôle de soutien et aussi, je dirais, de quelque part aussi nous mettre en avant. Et pas prendre notre défense, mais nous aider à mettre de la lumière sur nous. Ouais, et vraiment faire que nos identités soient pas un sujet en soi à débat, mais juste prendre position pour nous sans parler à notre place. Je sais pas si c'est assez compréhensible ce que je veux dire, mais c'est plutôt de dire, par exemple, ouais, j'ai des personnes queer dans mon entourage, elles sont là, et si quelqu'un vient à nous attaquer, prendre notre parti. Mais je sais pas comment expliquer vraiment ce que je pense de ça, mais Est-ce que tu as un exemple? ouais, bah je vais parler de mon exemple personnel. C'est donc quand j'ai débuté ma transition, je me suis outé tout ça avec mes parents. Et j'ai beaucoup discuté notamment avec mon papa, qui m'a dit un jour quelque chose qui m'a beaucoup touché. Si quelqu'un de la famille vient à mal parler de toi ou quoi dans ton dos, je te défendrai. Et ça m'a énormément touché. Et je l'ai vécu une deuxième fois aussi avec quelqu'un qui connaissait vraiment rien aux identités queer. Et c'était un collègue de travail. Et puis au fur et à mesure de la saison, on s'est rapprochés, on est devenus amis. Je lui ai parlé de qui j'étais vraiment. Et en fait, c'est quelqu'un qui, de base, est très conservateur sur ses idées politiques et tout ça. Et quand je lui ai dit qui j'étais, il m'a aussi dit, avant, dans un bar, si j'entendais des personnes faire des blagues transphobes ou quoi, j'aurais laissé couler. Et limite, j'aurais fait hey, c'est un peu drôle et tout. Maintenant que je te connais, un peu plus intimement, qu'on est vraiment amis, en fait, je dirais quelque chose. Et ça, pour moi, c'est là tout l'enjeu. C'est là que les personnes non queer ont un vrai rôle pour nous. C'est de nous défendre quand on n'est pas là et pas ne rien dire. Je crois que Margot, elle avait répondu pareil, Ok. que c'était hyper important. Je crois que c'était dans sa famille où en fait son père ou quoi, genre, a pris ce rôle-là de. Mais ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais il me semble. Il me semble que c'était important. Enfin, il me semble, bien sûr que c'est important, mais il me semble que c'est ce qu'elle avait partagé aussi. Que ça avait encore plus de valeur quand c'est un proche, et d'autant plus quand c'est une personne qui n'était. Alors, qui n'est pas du tout concernée au moment T, en tout cas. Qui apporte ce soutien sans que toi-même tu sois au courant, en fait. Parce que ça veut dire qu'elle a vraiment compris les enjeux de cette communauté ou de bon, peut-être la personne directement, sans être concernée, sans être connectée à la communauté en tant que telle. Oui, oui, ça a limite plus de valeur que de dire « mais oui, je te soutiens » parce que c'est une action concrète dans la réalité, donc je comprends. Et je pense que j'ajouterais aussi, comme je l'ai un peu évoqué un peu plus tôt, c'est de ne pas forcément parler à notre place. Parce que c'est important que nous parlions de nous-mêmes et de notre expérience. Et je pense que c'est valable pour tout type de minorité,
qu'on laisse les minorités s'exprimer et que ce soit pas une personne cis qui parle pour les personnes trans, une personne blanche pour les personnes racisées. Enfin, c'est important, ou un homme qui parle pour les femmes. En fait, c'est nos vies, c'est à nous d'en parler et de parler de nos expériences. Et je pense que leur rôle aussi, peut-être, c'est d'essayer de plus nous donner la parole dans ce sens-là. Et comment ça se retranscrit dans un quotidien? Parce que ça, je l'entends sur, et je suis d'accord avec toi, hein, mais je l'entends sur des médias où y a un sujet et donc on va faire appel à une personne concernée logiquement, et pour tout type d'ailleurs de sujet en fait. Je l'entends, oui, dans le monde de l'art, quand on veut... Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec ça par exemple, c'est pas vraiment le sujet, mais comme au cinéma, quand on veut représenter un parcours d'une personne avec un handicap ou avec, imaginons, la transidentité, et son parcours vers ça, est-ce que ce serait pas mieux d'avoir une personne trans en l'occurrence? Enfin, tu sais, c'est forcément des gens qui font appel à des gens et ils peuvent faire ce choix-là. Mais dans le quotidien, comme ça, le fait de nous donner notre place, ça se retranscrirait par quoi? Déjà par moins de discrimination à l'embauche, moins de discrimination dans les logements, enfin dans le choix au logement. En fait, c'est moins nous donner la parole, mais juste nous laisser être et nous respecter en tant qu'être humain, humaine, et pas, ouais, pas faire de différence sur... mais ça, c'est pas forcément en tant que personne queer, ça peut être en tant que personne racisée, j'imagine, ça peut être en tant que femme, sans être forcément une femme queer. En fait, c'est valable pour toute minorité, quoi. C'est juste nous laisser être. Sounds good to me. Ok, ouais, je vois. Trop bien. Ok, next. Ok, la prochaine question c'est, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire aimer aujourd'hui? Et donc je vais commencer par répondre. Si je trouve quelque chose à dire, ce qui est une question super vaste. Et le aujourd'hui, comme dit Artie Louise, incite à, donc peut-être de quelle manière ça évolue aussi. Aimer, je pense que déjà l'amour, on le considère trop comme l'amour amoureux. Et moi, ce qui est vrai à ce moment, à ce moment-là dans ma vie, c'est que je fais en sorte de faire des rencontres pour me créer ma famille choisie. Et je mets beaucoup de valeur sur mes amitiés. Enfin, je mets beaucoup de valeur, d'importance et alors d'énergie, non, pas tellement, ça ne prend pas de l'énergie, mais je veux dédier mon énergie à certaines personnes qui ne sont pas du tout des relations amoureuses, juste parce que j'apprécie les gens, j'apprécie ce qu'on s'apporte mutuellement. Et voilà. Et je dis les gens comme s'il y avait des hommes dans mon quotidien. Finalement, j'ai pas personne non-binaire autour de moi, donc finalement, les femmes de mon quotidien. Soyons clairs là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Ça veut dire... J'ai dit je t'aime il n'y a pas longtemps amoureusement. Et donc j'ai dit à mon amoureuse, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça voulait dire pour moi dans cet instant-là? Et je lui ai dit, ça veut dire que, et je pense que c'est une définition finalement assez globale, ça veut dire je t'apprécie dans tout ton être, j'ai envie que tu sois libre, j'aime bien ta manière d'exister dans le monde, ça veut dire que j'ai envie de partager des choses avec toi et potentiellement de construire avec toi une relation, des traditions, un quotidien. Ça peut être du coup au final appliqué à un amour amoureux comme un amour autre. Donc aujourd'hui, c'est ça ma définition d'aimer. C'est peut-être pas la plus complète, là, je ne sais pas. Et le fait que ce soit aujourd'hui, l'amour et l'amour inconditionnel là, que les parents sont censés donner, moi j'ai pas vraiment eu ce truc-là. Donc j'ai l'impression que je courais jusqu'ici, et encore un peu actuellement des fois, mais je courais beaucoup après l'amour. Et aujourd'hui, comme je suis plus en paix avec moi-même et comme je me donne aussi beaucoup plus d'attention, de temps, je me lâche plus de lest, enfin, tout ce qu'on fait envers une personne qu'on aime, finalement, je suis moins à la recherche d'un amour passionnel, intense, qui consume, finalement. Et donc, aimer, c'est plus quelque chose qui est super... je sais pas trop comment expliquer, tu vois, mais... Qui te prend, quoi, qui te bouffe un peu, non? Ouais, qui te bouffe. Parce que aimer, enfin, je pense que ma vérité, en tout cas, sur cette définition, c'est que ça doit être, que l'amour doit être doux, et ça peut être intense et doux en même temps, en fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est ça ma définition, je pense. Voilà. Maintenant, à vous.
Alors, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire aimer aujourd'hui? Déjà, aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est rêver si haut. J'allais chanter. J'étais à deux doigts aussi. Bah, déjà, tout ce que tu me dis, ça me fait pas mal écho parce que moi, avec ma transition, tout ça, j'ai cette histoire de famille choisie, ça me parle beaucoup. Et pour moi, quand je parle d'aimer, je pense presque plus à mes amis qu'à un amour amoureux. Et pour moi, aimer, c'est aussi choisir. True. Choisir d'être avec une personne, mais pareil, ça va de la famille, des amis, amoureusement, enfin, toutes les formes d'amour. Et pour moi, il n'y a pas un amour plus fort qu'un autre. C'est juste, je choisis d'être avec toi, de passer ce moment avec toi, mais aussi d'être vulnérable avec toi. Et de me laisser être pleinement moi-même, en espérant que tu fasses de même, en espérant vraiment. Et pour moi, il y a cet esprit de partage aussi, où on baisse un peu nos gardes et on s'autorise à être, entre guillemets, faible, à montrer nos failles, et aussi bah, ce qui permet de renforcer un lien et de vivre des choses très fortes dans la joie et dans la douleur. Et ça, c'est ma définition aujourd'hui. Alors qu'avant, ouais, j'avais plus une idée de l'amour, c'est romantique. Ouais. L'amour, c'est être en couple. L'amour, c'est tout donner à une personne pour plaire à une personne. Et c'était très... En fait, c'était une vision triste, je crois, de l'amour. Une version où on s'oublie pour l'autre. Et en accordant du temps à m'écouter, du coup à comprendre qui je suis, à faire mon parcours de transition. J'ai appris à m'aimer moi, en priorité. Bon, après, les relations, quand tu es une personne trans, tu transitionnes, c'est aussi compliqué pour plein de raisons, hein. Mais ça m'a permis aussi de faire du tri et d'affiner les liens qui me font du bien, qui me nourrissent, et aussi de voir comment moi je peux apporter sans, comme tu disais, me consumer, sans m'abandonner et juste que ce soit vraiment dans un échange volontaire et aussi savoir mettre des limites. Oui. De... Les limites. C'est ça. Et de savoir dire, par exemple, à un ou une amie, écoute, j'entends ta peine, j'entends que là, tu es en période de souffrance, mais aujourd'hui, maintenant, je suis pas dans un état où je peux t'écouter. Est-ce que ça te va qu'on remette cet échange plus tard? Parce que je suis pas dans un état pour accueillir ta peine, parce que moi, je peux être dans une situation qui soit difficile, sans pouvoir en échanger non plus, mais juste accepter qu'on ne peut pas toujours être là pour les gens qu'on aime. Parce que nous, on a besoin aussi de temps pour nous et qu'il ne faut pas s'oublier. C'est intéressant, oui, c'est très beau. C'est très beau ce que tu as dit, et très vrai, et je suis très d'accord. Et finalement, tu as mis même le doigt sur ce que j'ai oublié, parce que j'ai parlé d'aimer les autres, mais tu as parlé de s'aimer soi, ce qui finalement... T'en as un peu parlé quand même. J'en ai un peu parlé, Ouais, c'est vrai. si tu l'as un peu évoqué, c'est de prendre soin de soi. T'as parlé de prendre soin de soi. Ouais, non, mais par rapport à ce que je pense en vrai. Après, oui, ça, je suis pas dans ta tête. Mais du coup, je suis contente que tu aies évoqué ça, parce que c'est par ailleurs beaucoup plus simple de pouvoir accueillir chez les autres des états émotionnels, etc. Quand tu sais l'accueillir chez toi, et finalement c'est une forme d'amour envers toi-même que de te laisser exister tel que tu es. Et donc aimer, comme je disais, c'est de laisser la personne exprimer aussi son authenticité. Si tu sais le faire avec toi-même, c'est beaucoup plus simple de relationner avec les autres. Donc, tu mets le doigt sur quelque chose de très vrai et tu as bien fait d'en parler. Ouais. Et ça me fait penser aussi que, en fait, on n'apprend pas à s'aimer Non. soi. Non, on apprend à se détester au contraire. C'est ça. Et je pense qu'aussi il y a un lien avec l'identité queer, c'est que comme on apprend à se connaître, on apprend plus à s'aimer soi parce que, comme je disais tout à l'heure, on apprend plus de choses. Ouais, on est plus dans un état de découverte et d'acceptation, d'ouverture. Et ça permet aussi de se l'attribuer à soi-même. Et je pense que c'est une très grande force que ça nous donne. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mon thérapeute, il s'appelle Natou, c'est une personne AFAB, donc Assigned Female at Birth.
donc né avec des organes féminins, qui est une personne non binaire, qui se genre elle plus du masculin, donc genre elle est content. Elle a un style vestimentaire. Natou, si tu regardes cette vidéo, un style vestimentaire complètement. Moi, je trouve que c'est waouh, et en même temps, des fois, j'aime pas du tout, mais je suis juste époustouflée à chaque tenue parce que c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé même que c'était possible, d'accord? Des superpositions, des assemblages, des couleurs, des textures. Elle fait de la couture aussi, enfin bref, merveilleuse personne. Et du fait de son existence, de tout ce qu'elle a questionné et de la manière dont elle s'autorise à exister, ça a ouvert beaucoup de portes chez moi. Du coup, beaucoup de portes vers moi-même. Ouais, de fenêtres, de portes, de baies vitrées, vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là chez les personnes queer qui questionnent tellement la norme, l'identité, le genre, les codes vestimentaires, tous les codes, qu'il y a vraiment cette forme de... Enfin, qu'il y a pas une forme, peut-être juste la liberté. Dans cette communauté-là, je pense qu'en tout cas, quand tu es au début de ton parcours, peut-être que tu te sens pas comme ça, mais je trouve au fil des rencontres, ça peut justement te permettre de t'ouvrir à toi. À travers des rencontres, des discussions et tout ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, ce que tu me dis, on s'inspire les uns les unes les autres. Ouais. En fait, quand tu vois quelqu'un qui a fait beaucoup de chemin et qui justement s'autorise pleinement à être ce qu'il y allait, et tu te dis, waouh, mais c'est possible, cette personne est heureuse, elle vibre, elle est pleine d'énergie, et pourquoi moi je pourrais pas faire pareil? Ouais. Et du coup, je pense que ça nous aide à nous-mêmes autoriser à tester des choses. Et je pense qu'il y a cette partie aussi en tant que personne queer d'expérimentation beaucoup plus facilement sur qui on est et de se dire presque tout peut changer, une coupe de cheveux, une tenue et que on teste. Ça va, ça nous va pas, ça va pas. Mais c'est pas grave et je pense qu'on est moins fixé sur des choses comme ça et ouais, on essaye, on explore beaucoup plus facilement et c'est tellement chouette. Ouais, grave, je suis d'accord. La liberté de se définir, de se redéfinir et juste d'expérimenter la vie finalement. Hein. Donc, je suis grave d'accord avec ça. Oui, d'expérimenter, de se définir, de se redéfinir. Moi, j'ai senti ça par rapport à quand je suis partie à l'étranger. Je me suis libérée de certaines étiquettes qu'on m'avait mises parce que j'ai changé de contexte. Et donc, ça m'a ouvert une porte sur comment moi j'ai envie de me définir, en rencontrant des personnes queer et en ayant mon éveil vers la queerness également. Je sais pas si j'ai plus à dire là-dessus en fait, juste à part que je trouve ça merveilleux. Parce que, oui, en fait, il y a des personnes sur cette terre qui, et peut-être que ces personnes sont plus heureuses, j'en sais rien en fait, mais en fait, se posent moins de questions. Et du coup, prennent un peu tout comme c'est comme ça que je dois faire. Et voilà, la suite, finalement, une espèce de pilote automatique duquel les personnes queer sortent. Je sais pas où je vais avec ça, en fait. Juste dire que c'est libérateur, justement, de se rendre compte qu'on peut tout faire, on peut tout être. Ça fait partie de mes croyances aussi, de ma spiritualité. On peut tout faire, on peut tout être. On peut tout tester. Et c'est important de s'autoriser à le faire, surtout. Et donc, s'il y a des modèles dans la communauté queer qui nous permettent de faire ça, eh bien, merci. Merci à ces personnes d'exister. Merci à vous d'exister. Merci. Ok, trop bien. J'ai bien aimé cette question. C'était quoi déjà la question? Ah, c'était aimer aujourd'hui. Wow. Waouh. J'avais oublié. C'était quoi la question? Ok. Je compte. Stop. 15. J'ai compté dans l'autre sens. C'est pour ça que j'ai galéré. Qu'est-ce qu'un prestataire de mariage safe pour toi? All right. Allez. Qu'est-ce qu'un prestataire de mariage safe pour moi? Je vais pas forcément dire un ou une prestataire queer, parce que être queer ne veut pas dire être safe. Non, c'est vrai. Mais je dirais déjà quelqu'un qui demande les pronoms. Je pense que ça fait partie, entre guillemets, des critères qui les respectent. Hyper important. C'est quelqu'un qui essaie pas forcément de mettre en avant des couples queer, parce que c'est pas toujours facile selon le métier. Pour un ou une traiteur de mettre en avant des couples queer, pas forcément très facile, mais dans les prestats qui peuvent le montrer, déjà c'est de le montrer. Sur le site internet, sur Instagram, je pense que ça joue aussi en fait, de ne pas faire de discrimination,
mais de façon naturelle. Après, ça, c'est pas que pour un ou une prestataire, mais bon, ça, c'est dans la vie normale. Oui. Mais je pense que ça joue et de pas poser de questions déplacées, de laisser aussi le couple parler d'eux dans le sens dire ce qu'ils ont envie de livrer sur leur identité et pas poser de questions, j'ai pas d'exemple forcément en tête, mais oui, des questions qui se posent pas en fait. Alors, les questions qui se posent pas, je pense qu'il y a plein de gens qui les connaissent pas. Mais pas faire de suppositions, Ouais. peut-être, sur si, imaginons, il n'y a qu'un des deux partenaires qui est là. Pour moi, ça passe aussi par s'il y a un contrat, est-ce que c'est écrit en écriture inclusive? Au-delà même des personnes queer, moi rien que par rapport au féminisme, si vous voulez, le fait que tout soit masculinisé comme ça, je dis pépé, j'en peux plus, c'est fini, c'est stop. Donc ça fait longtemps que j'ai réécrit mes contrats, enfin réécrit, je sais pas s'ils ont été écrits différemment à un moment donné en fait même, mais j'ai écrit mes contrats et tous mes documents en écriture inclusive, ça me paraît juste logique. Voilà. Mais donc, ça pourrait être ça pour, par exemple, un traiteur où on ne se rend pas forcément compte, la vitrine ne va pas forcément être des couples, même si ça pourrait, sur Instagram par exemple, de voir si peut-être le site, le langage qui est utilisé, le formulaire de contact, le contrat, etc., si c'est déjà un peu moderne, dirons-nous. Et ouais, ça m'a fait penser bannir le madame, monsieur. Parce que ça revient à ce que tu dis, à l'écriture inclusive, à des suppositions. Non. Et en fait, là, je vais témoigner en tant que personne transfemme, j'aime pas qu'on m'appelle madame. Ok. Alors que, oui, je m'identifie plutôt sur le spectre féminin, tout ça, mais madame, j'aime pas. Et bon, monsieur, j'en parle pas, mais juste, ouais, moi, je suis très partisane du prénom, en fait. Oui. Et ouais, ça fait partie des choses. En fait, c'est beaucoup dans le détail. Ça semble être un détail, des détails, mais c'est des choses qui sont hyper importantes pour moi. Ah oui, non mais c'est pas du tout un détail. je l'entends complètement. Non, Madame Yossu, ça c'est stop. Je sais pas, moi j'ai juste bonjour en fait. Ouais. Et pourquoi toujours mettre des catégories et tout? Enfin, Moi, ça c'est quelque chose que j'ai dû déconstruire. Ok. Parce que j'ai une formation dans le tourisme hôtelière où il y a toujours un peu ce truc très formel que quand les gens arrivent à l'entrée de l'hôtel, à l'entrée du restaurant, bonjour madame, bonjour monsieur. C'est vrai. Ouais, c'est quelque chose qui m'a été inculqué pendant mes études et que j'ai eu du mal à me défaire. Et ça m'arrive encore, j'avoue, quand je rencontre quelqu'un, de dire un bonjour madame ou bonjour monsieur. Et après, je me fais ah non, parce que je ne sais pas. Le bonjour ou bonjour avec le prénom, si on le connaît, je pense qu'il y a cet aspect de personnalisation aussi qui compte, Oui, je suis qui compte beaucoup. Et puis surtout dans le monde du mariage, c'est quelque chose qui est tellement intense pour les couples. C'est un moment important de leur vie. On rentre dans leur intimité et c'est important de respecter qui il et qui elles sont pour juste qu'elles et qui elles se sentent bien finalement. Je ne te le fais pas dire. Mais si on ne sait pas, on se tait. Si on sait pas, on se tait. Ou on pose la question gentiment, de façon ouverte. Et on peut demander du coup les pronoms de la personne, comme on vient de le dire. Alors j'ai eu le témoignage d'une wedding planner qui m'a formée et qui a eu des difficultés avec ça. C'est qu'une personne a transitionné pendant la préparation du mariage. Ok. Donc, alors je sais plus entre guillemets de elle vers il ou de il vers elle, peu importe. Mais c'est aussi d'avoir cette présence d'esprit et de faire l'effort. Parce que je peux comprendre le fait de quand on s'habitue, quand on rencontre quelqu'un qui utilise un pronom particulier, un prénom, le changement peut être pas toujours évident, surtout quand on n'a pas l'habitude de côtoyer des personnes queer. Mais c'est de se concentrer un petit peu, quitte à prendre une seconde de plus, Oui. et de respecter quelque part le choix de la personne, parce que c'est plus important qu'on peut le penser. Le fait d'essayer. Ouais. Et si on se trompe, ce qui peut tout à fait arriver, on n'en fait pas des milliers et des cents, on s'excuse, on se corrige et on passe à la suite, quoi. Parce que il y a des choses pires, mais j'allais dire, il n'y a rien de pire que de faire tout un caisse. Oh, excuse-moi, je voulais pas, j'ai pas fait exprès.
Oui, au final, t'en fais, tu te centres C'est dans... Juste, C'est toi qui tu te mets au centre à ce moment-là, et tu prends un peu toute la lumière alors que on n'est pas obligé d'en faire tout un truc. Je comprends. Je comprends. Donc, qu'est-ce qu'un mariage prestataire safe? Non, on est toujours bien sur la question. On n'a pas trop, on n'a pas trop dérivé. Prestataire de mariage safe. J'ai une question au final sur ça parce que je me dis qu'une personne qui, sur son portfolio, quelle que soit du coup un peu la prestation, n'a pas des couples. Alors, tous les couples queer ne sont pas visiblement queer aussi. En fait, quand tu commences à coupler les trucs, t'as pas l'écriture inclusive, qu'est-ce qui est visible aussi? Et peut-être que, je sais pas, on peut peut-être discuter aussi du fait d'avoir la mention queer friendly sur son site, dans sa bio ou quoi. Ouais. Je sais pas si c'est, j'ai envie de dire, ouais, trop bien. Et en même temps, des fois, c'est, ouais, peut-être qu'on aurait pu s'abstenir. C'est un peu particulier le rapport à ça, donc on peut en parler. Mais, bon, je sais plus quel est le début de la question. Peut-être on peut parler de ça, tant pis. Ouais, bah c'est très délicat parce que ça voudrait dire un peu qu'il y a une police des queers et nos identités sont tellement ouvertes que c'est difficile de dire oui ou non à mettre queer friendly parce que qui on est pour dire t'as le droit ou t'as pas le droit parce que ça se trouve c'est une personne qui est queer mais qui est pas vraiment out, ça se trouve c'est une personne qui est en questionnement, ça se trouve c'est une personne qui est sincèrement alliée et qui, en toute bienveillance, en tout respect, on ne sait pas, et tout le monde ne s'oute pas, tout le monde ne met pas en avant son identité, ce que je comprends tout à fait, et tout le monde ne se spécialise pas pour les personnes queer. Nous aussi, mais on a wedding planner, photographe. Oui, voilà, on a fait des bons choix, hein, mais... mais chacun ses choix, et c'est ok. C'est ça. Mais c'est mieux quand même. Mais bon, bref. Donc ouais, j'ai un peu du mal avec... Enfin, du mal. C'est pas que j'ai du mal, mais c'est très compliqué à jauger, à mon sens, de oui ou non de ce terme de queer friendly, quoi. Est-ce que, en tant que personne, tu vas sur un site en cherchant, si tu es dans la recherche pour ton mariage par exemple, est-ce que cette mention, elle est pour toi rassurante ou tu la questionnes? En gros, est-ce que finalement, parce que j'en ai parlé avec une collègue à moi, Ninon, moi je lui ai proposé des choses parce que je suis devenue sa community manager et du coup l'idée c'est de montrer tout type de personnes et la diversité au final dans son sens large. Mais du coup oui, j'avais cette question-là de, enfin elle me disait mais je sais pas si finalement c'est bien moi qui ne suis pas queer de mettre queer friendly, tu vois. Est-ce que c'est pas du queerbaiting, donc s'approprier pour le queerbaiting, je sais pas si tu veux définir ça. S'approprier les codes et la culture queer. Ouais, c'est ça, mais avec un aspect un peu pour en profiter, quoi. Oui. Donc, un peu comme le greenwashing, quoi. Ouais, un peu comme le greenwashing. Le greenwashing. Le greenwashing de la queerwashing. Le queerwashing. Tu vois, parce que moi, je suis une personne queer, donc je le mets. Non, j'aurais pu ne pas le mettre. Oui. Mais j'ai eu des photographes qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Moi aussi, j'aimerais tellement avoir plus de couples queer. Je suis queer, mais du coup, j'ai peur de perdre des clients, ce qui est une réalité aussi. J'ai peur de... qu'au final on sache voilà, que bah, moi je vis avec ma femme, machin. Je sais pas comment l'aborder, etc. Moi, mon parti pris, ça a été de dire je suis queer et j'ai travaillé avec des couples queer et après je me suis dit waouh, il y a quand même un socle de valeurs communs incroyable qui est trop agréable à expérimenter en fait, ça crée une connexion un peu plus instante et voilà, j'adore. Et où est-ce que je vais avec ça, je ne sais plus. Mais du coup, oui, moi, voilà, dans ma bio, ou même mon nom, c'est Nayanka, photographe LGBT Toulouse, je crois. Photographe de mariage LGBT. Et après, dans ma bio, j'ai écrit For the queers et les gens sympathiques. Donc, voilà. Mais parce que moi, je suis queer, j'ai l'impression que ça passe. Et encore qu'il y a des personnes queer qui n'étaient pas contentes en mode non mais c'est bon, nos identités, nanana, je sais pas quoi. Genre sous une vidéo où j'étais en mode ah, j'ai reçu des demandes de personnes queer parce que ça me rend toujours joie. Ça me rend joie d'avoir des demandes de personnes hétéros aussi, quand la demande est super bien écrite et que dans tous les cas, il y a un attrait à la fois pour ma personnalité, pour mon travail et pour le fait que ces personnes-là sont en train de créer un mariage à leur image, avec beaucoup d'intention, etc. Mais c'est vrai que quand même, je suis Mais c'est vrai que quand il y a du coup tout ça, plus le fait que c'est des personnes queer qui ont pris ce temps-là et je me dis, waouh, il y a d'office un peu plus de chances qu'on clique en plus, ben voilà, donc bref, tout ça pour dire. Moi, je suis queer. Je le dis que je veux me spécialiser, que je me spécialise dans les mariages pour les personnes queer et pour les accompagner. J'ai l'impression que ça passe. Pour des personnes qui ne sont pas queer, est-ce que ça passe ?
du coup, finalement, sur cette mention-là. Ouais, il y a une question de légitimité qui se pose. Il y a une question de légitimité. Ouais. Et moi, je pense que quelqu'un qui est sincèrement queer-friendly, si vraiment il y a, par exemple, d'expérience, la personne n'a pas encore travaillé de personne queer et que vraiment on avait montré que c'est open et qu'il y a vraiment zéro souci et que, bon, bah déjà, essayer de mettre rien que peut-être dans la bio Insta si possible, je sais pas, mais un peu d'écriture inclusive. Mais si vraiment il n'y a aucun signe, entre guillemets, de cette ouverture, de cette expérience-là, je pense que c'est pas si problématique. J'entends que ça peut gêner, mais pour moi, c'est important aussi de montrer que c'est OK, que la personne est ouverte, qu'elle est safe, parce que bah, y a toujours finalement un doute, ça rassure. Il y a toujours un doute. Parce que on est de plus en plus dans le mariage à être queer, à se montrer en tant que personne queer, et ça c'est trop bien, vraiment, c'est génial. Mais il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais assez. On est là, enfin il y a tellement de personnes queer géniales, et juste, je pense que c'est hyper rassurant pour les mariés. Ouais. Et malheureusement, ça prouve pas que la personne est vraiment safe. Mais comme ça rassure si la personne, entre guillemets, a pris le risque, je mets des gros guillemets sur ça, d'écrire queer dans sa bio ou sur son site. Parce que oui, comme tu disais, ça peut faire perdre des clients. Mais est-ce que vraiment on est triste de perdre ces personnes-là? Non. Non. On n'est pas triste de les perdre, contraire. mais c'est vrai que financièrement, en tant que freelance, c'est franchement quelque chose à considérer aussi. On ne veut pas leur argent en théorie, mais juste le principe que ça te fait perdre des contrats, ça peut te foutre aussi dans la mouise, quoi. Oui. Donc, c'est chiant. C'est pour dire que, voilà, encore mettre queer dans sa communication, c'est un risque de perte de contrat. Parce que, comme tu dis, on a quand même besoin des contrats des personnes non queer. Même si dans un monde idéal, en tout cas moi personnellement, je ne travaillerai qu'avec exclusivement des couples queer. Je pense que c'est aussi important qu'il y ait des personnes qui fassent ce geste-là. C'est un peu, ouais, de montrer que les personnes sont alliées. Oui. Et aussi de montrer que tout type de mariage sont possibles, quoi. Et ça, c'est trop bien. Il y a aussi l'aspect finalement du référencement, parce que là, enfin nous on est des professionnels, on peut pas juste, c'est pas comme si tu avais juste ton petit compte Instagram et que tu disais trop bien, il y a des personnes queer qui peuvent venir me parler. Enfin, c'est aussi une stratégie de communication. Enfin moi c'est clairement une stratégie de communication. Je veux que quand les gens tapent, je pense que les personnes queer tapent ça. Donc c'est clairement, parce que c'est ce que je ferais si j'étais moi. Enfin si c'était moi qui cherchais les prestataires. Moi, je veux que voilà, les gens qui tapent dans la barre de recherche photographe LGBT, photographe queer, on tombe sur moi. Je veux qu'on tombe sur moi. C'est pas juste de montrer que, en tant que personne, je tolère d'autres couples qui sont pas des couples hétéros. C'est que, de un, c'est mon identité à moi aussi, donc on partage quelque chose. Et de deux, c'est ce que vous êtes en train de rechercher. Je peux être cet espace safe pour vous. Venez, we're gonna have fun. Tu vois? Et c'est ce que d'ailleurs les couples, puisque du coup j'ai signé pour la première année, là c'est la première année où comme les mariages se bookent 1 an et demi, des fois 2 ans avant, c'est la première année où je vais avoir plus de mariages queer que de mariages non queer. Slay. Slay! Merci bien. C'est ce que mes couples m'ont dit. On voulait avoir un maximum de prestataires queer. Il y a même un couple là, je suis en train de... On a juste une question de date, mais elles sont sur Paris et elles veulent que je fasse leurs photos. Elles m'ont dit, on voulait que ce soit une femme parce qu'elles sont aussi souvent... c'est souvent des couples super militants en fait, hein, donc forcément voilà. Donc on voulait que ce soit une femme pour voilà, soutenir une femme et en plus si elle était queer, voilà, trop bien quoi. Donc on a cherché jusqu'à ce qu'on t'ait trouvé quoi. C'est vraiment ça que les gens me disent. Donc il y a vraiment cette recherche. Donc par rapport au militantisme, au soutien à la communauté, au fait de se sentir à l'aise avec la personne que tu as en face. Donc c'est aussi une stratégie quoi. Enfin c'est une stratégie, pas dans le sens... enfin voilà. Bah, c'est un positionnement quoi. C'est un positionnement, voilà, c'est plus ça le terme. Il y a écrit quoi dans ta bio toi? Bon, je crois que c'est la meuf trans qui va organiser ton mariage. Allez, trop bien. Et je crois que c'est Artie Louise, Orga, mariage queer. Ouais, ok. Wedding planner LGBTQIA France. Ensuite, ici, tu vois, t'as mis ton petit pronom. Oui, ça joue aussi. La meuf trans qui va organiser ton mariage entre fêtes, paillettes. Et puis après, on arrive sur ta page.
Il y a des drapeaux partout, il y a des couleurs, il y a les codes queer en fait, tout simplement. Donc on sait aussi sur qui on tombe, dans quel univers on tombe, quoi. Ça, mais il y a les codes queer, pas. Oui, ils sont là parce que d'un point de vue stratégique et de positionnement, mais c'est aussi parce que c'est qui je suis. Oui. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui adore la couleur, j'aime faire la fête et je dis pas ça pour me vendre. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que je présente vraiment qui je suis, sincèrement, et je cherche pas à jouer un rôle pour vendre justement à des personnes queer. Et ce que tu disais tout à l'heure, ça me fait aussi penser que en général, on aime et on cherche travailler avec des gens qui nous ressemblent. Oui. Et donc, je pense que c'est assez naturellement qu'on met aussi en avant notre identité et pour attirer les personnes qui nous ressemblent et que les personnes qui nous ressemblent nous voient et se sentent juste qu'il y ait une connexion qui se fasse, qu'ils se disent « Oh, mais ce qu'elle me dit, ça me parle et tout » et qu'il y ait une sympathie qui se crée avant même d'un premier contact, quoi. Mais juste, pour moi, c'est juste me montrer qui je suis, naturellement. Ouais. Mais c'est tout le jeu des réseaux sociaux et de avoir une bonne communication, de retranscrire qui tu es et de dire « Coucou, ça c'est moi, qui veut ça ?» De présenter une vitrine vers ton univers, vers qui tu es pour que les gens connectent avec ça. C'est exactement ça, ouais. Je voulais quand même ajouter un élément supplémentaire, c'est que du coup, personnellement, en tant que photographe, la team image, donc s'il y a aussi une ou un vidéaste, c'est les personnes qui vous suivent au plus près, en fait, pendant la journée du mariage. Parce qu'on va être là dès les préparatifs, généralement. On va être potentiellement à ça de votre visage. Donc on va vraiment vous suivre et documenter tout ce qui se passe dans la journée. On va être là dans des moments super intimes, dans le sens vulnérable au niveau des émotions, intime au sens des fois vous êtes à moitié nu aussi, parce que voilà, c'est des préparatifs où on est en train de se changer, etc. C'est des moments où on n'a pas envie que ce soit n'importe qui soit là. Donc l'aspect safe et l'aspect confiance finalement, il est primordial, encore plus je trouve, avec les prestataires avec qui vous allez avoir beaucoup d'échanges ou beaucoup de proximité, comme la wedding planner, ou le wedding planner, mais du coup la personne qui s'occupe de l'orga parce que vous allez avoir beaucoup de contacts aussi, et la team image parce que pareil, on vous suit de A à Z, donc je disais des préparatifs jusqu'au dance floor, on va avoir la séance couple où vous allez aussi vous embrasser, vous enlacer potentiellement, enfin juste être vous en tant que couple avec votre partenaire, donc forcément, si vous n'êtes pas à l'aise devant cette personne, notamment du fait que vous sachiez que pour elle, votre queerness, votre identité, votre sexualité, votre genre, il n'y a pas de sujet en fait, ben c'est fort dommage, quoi. Donc voilà pourquoi l'importance d'un prestataire safe et où vous vous sentez safe avec, pas juste safe en apparence. Très bonne conclusion. Oui, Ok, du coup là ça fait vraiment un moment qu'on parle, donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Je t'invite à aller voir la partie 2 qui doit être juste au-dessus, juste en dessous. On avait beaucoup de choses à dire, on avait plein de sujets qui étaient super pertinents et intéressants, donc on ne s'est pas limité. Voilà. Merci de nous avoir écoutés et je te retrouve dans un prochain épisode. À bientôt!